Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de mars. Je m'excuse par avance, je suis sur une fin de maladie. J'ai été très enrhumée, heureusement c'était pas la Covid, mais j'ai été très enrhumée. Et du coup ma voix se fait encore sentir un peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Pas de panique. Comme d'habitude, on est parti pour cette update lecture avec quelques statistiques et les chiffres sont impressionnants, plus ou moins dans le bon sens. J'ai lu 12 livres au mois de mars. Bravo, très bien. Je n'ai abandonné aucun titre. J'ai lu 11 titres en version physique, un livre en version numérique. Et sur les 11 titres que j'ai lus en version physique, il y en a un que j'ai lu en audio également. 12 titres, c'est bien, mais ça ne fait que 2055 pages. Parce que comme vous avez pu le voir sur la miniature de cette vidéo, j'ai lu surtout des lectures très très courtes. 2055 pages sur le mois, ça représente à peu près 66 pages par jour, ce qui est plutôt ridicule pour moi. Et par contre, au niveau de la moyenne dans ma notation, on est toujours sur 4 étoiles. J'apprécie, c'est plutôt cool. J'ai acheté 15 titres, j'ai ajouté 15 titres à ma pile à lire et je n'en ai éliminé aucun. Le premier titre que j'ai lu au mois de mars, c'est Le Petit Précis de Champidragonologie de Xavier Colette. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec du foil sur la couverture. Il a effectivement bien du foil sur la couverture. Ça a été une lecture très 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 rapide puisqu'il s'agit simplement d'une succession de petites fiches informatives sur des champidragons. L'auteur s'est inspiré de champignons qui existent réellement, la morille, le bolet, le cèpe, la manitue-mouche, la coule-mêle, qu'est-ce qu'il y a encore? Les champignons de Paris, etc. Et il en a fait des dragons qui sont juste trop 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 mignons. C'était magnifique, j'ai adoré cette lecture. Comme dit, ça a été très 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 court, mais c'était vraiment magnifique à voir. C'était tellement beau que j'ai mis 10 sur 10, 20 sur 20, 5 étoiles sur Goodreads. Voilà, il n'y a pas de mystère. C'était vraiment très 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 chouette. J'ai passé un magnifique moment, court, mais magnifique. Et c'était la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule, et je vous mettrai de toute façon le lien vers le site de l'auteur en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de mars, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai lu à la bibliothèque où je travaille, c'est le tome 4, le dernier tome de Bergère guerrière de Aurélie Fléché, Amélie Fléché et Jonathan Garnier. Il s'appelle L'Abîme et je vais pas trop vous parler du tome 4 puisque c'est le tome 4 donc je voudrais pas vous spoiler l'histoire, mais dans le tome 1 on fait la connaissance de Bergère guerrière. En gros ça se passe probablement enfin dans un univers inspiré par la Bretagne, clairement. Je pense que voilà c'est enfin, en tout cas ça sent la Bretagne. Et on est dans un village où les hommes sont partis à la guerre il y a des années et ne sont jamais revenus. Du coup les femmes qui sont restées au village sont des bergères parce qu'il faut bien s'occuper des moutons et de la vie quotidienne, mais sont aussi des guerrières parce qu'elles doivent pouvoir se protéger vu que les hommes sont tous partis. C'est très sexiste comme point de vue, mais vous avez compris le principe. C'est une aventure qui est bourrée de magie, d'amitié, de liens familiaux très forts. C'est magnifique, j'adore les dessins de cette série. Le tome 4 était le dernier et le tome 4 a remporté un prix à Angoulême cette année. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tout cœur cette série. Là encore, gros coup de cœur pour ce tome 4, donc 20 sur 20, 10 sur 10. 5 étoiles sur Goodreads. Et c'était une lecture en plus par rapport à ma palle, il ne faisait pas partie de ma palle des cartes. Autre lecture bonus qui ne faisait pas partie de ma palle des cartes, le tome 3 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, Au cœur de mes origines. J'adore cette série, je trouve que l'illustration est sublime, les couleurs font très automnales sur cette couverture. Je trouve que c'est très 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 beau. Au cœur de mes origines, donc on en apprend un petit peu plus dans ce troisième tome sur Sorceline, qui est une petite fille qui va partir en stage dans une école, un jour d'école, pour devenir cryptozoologue, donc la science des créatures fantastiques. Et elle va vivre des aventures. Voilà, il y a un petit mystère qui entoure les premiers tomes.
On a des doutes sur l'origine, l'identité de Sœur Celine, doutes qui sont en partie levés avec ce tome 3. Je vous laisserai le découvrir, c'est une série jeunesse vraiment très 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 mignonne. Je l'ai énormément aimé à nouveau. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copail, il a atteint la moyenne de 7,57. Ensuite, enfin, un titre qui faisait partie de ma palle des cartes, le tome 3, également, de La Boîte à Musique, à la recherche des origines. Il y a comme une concordance dans les titres des tomes 3 des deux séries que je viens de vous présenter. C'est une BD réalisée par GG et Carbone. Cette fois-ci, on va faire la rencontre de Nola qui a hérité à son 8e anniversaire, 10e anniversaire, d'une boîte à musique. Son père lui a offert la boîte à musique de sa maman, qui est décédée. Et Nola se découvre un beau matin que, en regardant d'un peu plus près dans cette boîte à musique, il y a des gens qui vivent dans cette boîte à musique. Et elle va se retrouver projetée à Pandorian, qui est une cité fabuleuse peuplée de créatures fantastiques. Et on va suivre les aventures de Nola à Pandorian, parce que non seulement elle a récupéré la boîte à musique de sa mère, mais elle va aussi récupérer son héritage de protéger Pandorian. Voilà, donc c'est de nouveau une série magnifique, très très jolie, j'adore les couleurs, le trait, c'est assez rond, assez enfantin. J'aime énormément cet univers. Petite différence dans ce tome 3, on va pas être beaucoup à Pandorian en fin de compte, on va plutôt être dans notre monde et je trouve que c'est assez intéressant. Il était dans ma palle des cartes pour une lecture graphique et j'ai adoré ce tome 3. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copail, il atteint la note maximale de 10. Au mois de mars, j'ai aussi reçu la contrepartie d'une campagne de financement participative à laquelle j'avais participé il y a très longtemps. Mais enfin, la contrepartie est arrivée et il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle Dans le silence de ton regard. Et c'est réalisé par Pascal Piatti et Sarah Cohn H. Et c'est une BD, c'est une romance contemporaine érotique. Ça se passe à Paris, on va faire la rencontre d'Antoine qui a rencontré, en fait à l'époque où ils étaient, je pense à l'université, il a commencé à sortir avec Domiti, et ils ont vécu une histoire passionnée. Et en fait, Antoine, des années plus tard, est marié, il a des enfants, et il tombe sur une photo de Domiti, et il fait une obsession, il a une obsession pour cette femme, et il va essayer de la retrouver. Alors, je m'attendais pas spécialement à un scénario aussi pas compliqué, hein, franchement c'est pas compliqué du tout, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un vrai scénario. Je m'attendais plus à une romance érotique, mais genre le truc juste des fesses pour des fesses quoi. Et en fin de compte, on a un vrai scénario dans cette histoire. Malheureusement, ce scénario ne m'a pas plu. Et le dessin m'a pas forcément hyper hypé non plus. Alors vous allez me dire, mais attends, c'était une campagne de financement participatif, donc tu savais bien au moment où tu as participé à quoi ça allait ressembler. Oui. Alors en fait, au niveau du scénario, je vous avoue que pas tellement. Moi, la seule chose que j'ai vue, alors je sais pas si je l'ai encore là. Oui. En fait, j'ai vu cette illustration-là sur la campagne de financement participatif Ulule. Et j'ai vu que c'était effectivement une BD érotique. Et c'est tout ce qui m'avait hypé en fait. Enfin, ça avait suffi à me donner envie de la découvrir. Malheureusement, au-delà de ce dessin en particulier et de quelques autres qui sont vraiment très beaux, je ne suis pas fan du trait de l'illustratrice et l'histoire ne m'a pas plu parce qu'on parle d'adultère et que c'est un sujet qui me rend dingue. Donc, voilà. C'était malheureusement pas ce à quoi je m'attendais. Dommage. Mais c'est ma faute, hein, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus avant de l'acheter. Je ne doute pas cependant que ça pourra plaire à d'autres. Et je sais pas, je trouve que Domiti, elle a des joues de dingo. Vous savez, dans le personnage de Disney. Il y a certains dessins où l'illustratrice lui a vraiment fait des joues proéminentes et on dirait dingo. Bref.
Voilà, donc malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Je vais pas le garder du coup. Je vais probablement le mettre en vente sur ma boutique Rakuten. Et il est arrivé avec pas mal de petites choses en plus. Il y a un marque-page, un sticker, des illustrations du coup. Voilà, celle-ci et l'autre que je viens. Voilà. Et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. Je lui ai mis 8 sur 20, 2 étoiles sur Goodreads, et dans Copa, il a atteint la note de 4. Ensuite, j'ai lu Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte. C'était dans ma palle des cartes pour un contemporain. J'ai adoré cette lecture. Je l'avais sorti de ma pile à lire, donc parce que c'était un contemporain, et parce que sur tous les contemporains que j'ai dans ma pile à lire, celui-ci, ma sœur l'avait lu. C'était un des premiers livres qu'elle a lu en étant adulte et en ayant apprécié de lire un livre. Parce qu'il y a encore quelques années, ma sœur ne lisait quasiment pas. Et voilà, donc c'est le plus ou moins, on va dire, le bouquin qui l'a fait replonger un petit peu dans la lecture. Ma sœur et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts, donc j'appréhendais un petit peu ma lecture, d'autant que le précédent roman qu'elle avait lu et que j'ai lu après, elle l'avait beaucoup aimé et moi je l'ai pas aimé. Donc je craignais un petit peu de pas aimer celui-ci et ça aurait été vraiment dommage parce qu'elle me l'avait offert à Noël en 2019 et elle l'avait fait dédicacer par l'autrice. Donc j'aurais été vraiment déçue si j'avais pas aimé ce titre, mais je l'ai adoré. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 8,43. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Molly qui vient juste de perdre sa meilleure amie Marie des suites d'un cancer. Marie a fait promettre à Molly de vivre pour elle toutes les choses qu'elle aurait aimé vivre. Marie était quelqu'un de foncièrement optimiste, qui ne s'est jamais laissé abattre, et Molly elle est plus du genre terre à terre, rationnelle, sécurité, etc. Mais le jour où Marie décède, Molly voit son monde s'effondrer. Elles étaient meilleures amies depuis très très longtemps, l'école primaire ou maternelle, je ne sais plus. Et Molly va quand même décider de respecter les dernières volontés de sa meilleure amie. Et Marie a laissé à Molly des enveloppes, une pour chaque mois, avec parfois un petit peu d'argent, pour réaliser certaines tâches. Alors, il y a certaines tâches, ça va être, je sais pas, acheter un roman érotique et lire un roman érotique. Voilà. Parce que Marie n'a jamais eu l'occasion de le faire. Ce genre de petites choses et parfois ça va un peu plus loin et en fait bah voilà on va suivre les péripéties de Molly. Alors il va y avoir un peu de romance dans cette histoire et je me suis effrayée de la puissance à laquelle j'ai réussi à m'identifier à Molly pour une certaine partie de l'histoire que je ne vais pas du tout vous révéler et dont je ne vais pas du tout vous parler parce que je voudrais pas vous spoiler. Il faut que vous puissiez découvrir le cheminement de l'autrice et de ses personnages par vous-même, mais vraiment lisez-le, c'est très doux. J'avais peur que ce soit hyper larmoyant, mais en fait pas du tout, pas du tout du tout. On évoque le deuil bien sûr, mais on évoque surtout la vie, la joie de vivre et la vie après le départ de ceux qui nous ont quittés et comment la meilleure façon de ne pas les oublier, c'est de vivre pour nous, pour eux, pour ne pas les oublier, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment très très beau et je vous le conseille de tout cœur. Je n'ai plus de livres physiques entre les mains à vous présenter, mais j'en ai encore lu quelques-uns. J'ai lu Perséphone, le tourment d'Hadès de Alison Shaw. C'est une BD qui a été traduite très très récemment. Et comme son nom l'indique, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. J'ai beaucoup aimé cette histoire, mais elle a pris un tournant auquel je ne m'attendais pas. Elle est assez sensuelle. On n'est pas au même niveau d'érotisme que dans Le silence de ton regard, mais il y a un petit peu de fesses. Voilà, et bon, bah, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, telle qu'on la connaît. Hadès, dieu des enfers, enfin, telle qu'on la connaît, non, pas telle qu'on la connaît, justement. Hadès, dieu des enfers, Perséphone, ils se rencontrent. Il y a une romance qui va s'installer entre ces deux personnages, et c'était très très chouette. J'aime énormément le dessin de cette illustratrice. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la note de 8,71. Je vous le conseille, mais c'est pas ma version préférée de l'histoire d'Hadès et Perséphone. Petite note à vous-même, je n'ai pas lu la version originale du mythe. Je vais essayer de le faire parce que c'est
une histoire qui m'intéresse beaucoup. Donc je n'ai pas l'histoire de base, je peux pas dire à quel point c'est fidèle ou à quel point ça a été modifié. Mais j'ai lu une autre version euh, remasterisée d'Hadès et Perséphone, dont je vous parle juste après. Et cette version-là n'est pas ma préférée. J'ai également lu Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury. Et là, on est plutôt sur un livre, j'allais dire pour enfants, mais oui, c'est accessible pour les enfants, mais c'est aussi très fort pour les adultes. On est sur une histoire un peu pas contemporaine. On va avoir un petit dragon et un grand panda qui vont se balader, qui vont vivre des aventures. Et en fait, on a plein de petites phrases. Alors, c'est pas un texte complet. On a vraiment des. C'est dommage que je l'ai pas. Je l'ai laissé au boulot pour que mes collègues puissent le lire. Mais si j'avais, je vous aurais montré un petit peu. Je vais peut-être trouver quelques illustrations pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais essayer en tout cas. On a des petites phrases, des petits morceaux de phrases, des dialogues, des échanges entre le petit dragon et le grand panda. Et ça a toute une portée philosophique, en fait. Et j'ai trouvé ça très, très, très beau. C'était doux, c'était tendre. Vraiment, vraiment magnifique. Les illustrations à l'aquarelle sont somptueuses. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile, il a atteint la note de 9. Le dernier titre de ma palle des cartes que j'ai réussi à lire pour le mois de mars, c'est le tome 2 de King of Scars de Leigh Bardugo, Le règne des loups. C'était une lecture commune avec Diane et ça nous a permis de clôturer le Grishaverse pour l'instant. Je suis triste parce que c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. L'aventure Grishaverse était trop bien. King of Scars, je l'ai apprécié, mais dans l'ensemble, j'ai moins aimé cette duologie que Six of Crows. J'ai préféré la duologie Six of Crows. S'il faut faire un tri entre les trois séries, je pense que c'est Six of Crows. Je dirais Grisha quand même parce que je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a le Darkling et Nikolai. Et enfin, King of Scars. Mais ouais. Mais c'était quand même très très chouette. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la note de 8,43. Je vais pas vous spoiler trop l'histoire de ce tome 2. Je pense que jusqu'à présent je vous disais même pas de qui il était question dans cette histoire parce que je voulais pas vous spoiler, mais je pense que maintenant vous devez le savoir. King of Scars est une duologie consacrée à King of Scars, donc le roi des cicatrices, c'est Nikolai. Donc on va retrouver Nikolai et d'autres personnages du Grishaverse. Et voilà, on a l'incursion de personnages que j'aime d'amour. Je suis trop contente. Et on a des... Les Bardugo n'est pas tendre avec nous. Voilà, elle a recommencé, hein, tout simplement. Elle a recommencé à tuer des gens qui n'avaient rien demandé et qui étaient très sympas. Je lui en veux beaucoup. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Quand j'ai lu cette scène, ouais, c'était dur. C'était très dur. Mais c'était tellement bien fait. C'était vraiment bien fait. Le niveau de tension, je trouve, entre les moments où 2 secondes avant, tout le monde se marre et le côté très stratège de Nikolai, où même nous, lecteurs, on n'est pas au courant du plan, et du coup on découvre au fur et à mesure les aventures. Ça m'a rappelé Kaz dans Six of Crows, et j'ai adoré. D'ailleurs, on s'est fait la réflexion avec Diane, imagine, ils bossent ensemble tous les deux. Je m'arrêterai là pour cette réflexion. C'était très très chouette. Je vous conseille vraiment le Grishaverse dans son intégralité. Accrochez-vous si Grisha, bof, parce que c'est mieux quand même d'avoir lu la trilogie Grisha avant de lire le reste, même si on est d'accord, l'écriture de l'autrice a mûri entre-temps, et si Grisha c'est plus pour les ados, grands ados vers la fin peut-être, Six of Crows et King of Scars sont clairement pour les jeunes adultes. Voilà. Mais c'était très 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 chouette et je vous invite vraiment de tout cœur à découvrir cette histoire, cette mythologie, ces personnages, ces paysages, ces décors, tout a l'air phénoménal. Et j'ai très très hâte
de voir la saison 2 qui, je crois, est en plein tournage. Ma réécriture préférée pour l'instant du mythe d'Hadès et Perséphone, c'est L'Or Olympus de Rachel Smythe. C'est une histoire qui a été publiée à l'origine sur Webtoon et que j'ai lu dans son intégralité, enfin en tout cas tout ce qui a été publié jusqu'à aujourd'hui, je l'ai lu sur Webtoon. Du coup, l'édition papier, physique, de ce tome 1, de cette première partie de l'histoire, c'était une relecture pour moi. Mais ça n'empêche que je l'ai adoré, je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goldread et dans Copa il a atteint la note maximale de 10. J'ai mis des 10 à tous les critères. J'adore cet univers, j'adore le style de l'illustratrice, ce choix très spécifique de couleurs hyper vives et les thématiques qu'elle aborde, l'humour, la jalousie, on parle de violence faite aux femmes, il y a tout un panel de thématiques qui sont abordées et qui sont vraiment, vraiment très, très intéressantes et je trouve très bien traitées. Et c'est juste très beau, c'est magnifique. Alors au début, le dessin me faisait un peu peur parce qu'il est assez dur, les traits sont assez durs, mais je trouve que l'ambiance qui se dégage de l'histoire adoucit le trait et c'est vraiment très très chouette. Je crois que le tome 2 va sortir prochainement et que le tome 3 est prévu en version originale fin d'année peut-être. C'est possible. En tout cas, je les achèterai tous parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé au boulot pour que mes collègues le lisent. Mais je vous le conseille vraiment de tout cœur. Et Webtoon, c'est une application entièrement gratuite de webcomics. Donc, si vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble avant de l'acheter, ou si vous n'avez pas envie de l'acheter mais que vous avez quand même envie de découvrir l'histoire, ce serait dommage parce que c'est quand même très très bien. Bah, je vous invite à aller télécharger l'application Webtoon et à lire L'Or Olympus en ligne, voilà, sur votre application. Et vraiment faites-le parce que c'était très 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 chouette. Et les 2 derniers titres que j'ai lus au mois de mars et dont je vais vous parler ne faisaient pas non plus partie de ma palle des cartes parce que tant qu'à faire après tout, ma palle des cartes, pourquoi s'ennuyer? C'est les 2 derniers tomes de la série Sous les arbres de Dave. Le premier c'est un chouette été, enfin le tome 3 c'est un chouette été et le tome 4 qui est le dernier c'était le premier printemps. C'est une série de 4 donc, bandes dessinées en format à l'italienne qui sont vraiment très très courtes. On est sur un format 32 pages à peu près et avec très 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 peu de texte. On va suivre à chaque fois des animaux sur une saison en particulier et c'est tellement beau. Visuellement c'est beau, l'histoire avec si peu de mots, l'auteur réussit à faire passer tellement d'émotions, c'est impressionnant. On est sur un ton un petit peu nostalgique. Ce côté forêt, c'est tout de suite, on retombe tout de suite en enfance et pourtant on aborde des thématiques parfois pas évidentes. Là, dans le tome 1, on abordait un petit peu la solitude avec Monsieur Grumpf, le blaireau, qui est un peu ronchon. Voilà. Dans le tome 2, on abordait plutôt l'amour avec un couple de renards, enfin un renard qui va tomber amoureux d'une renarde et il sait pas trop comment s'y prendre pour lui déclarer son amour et il arrête pas de se ridiculiser mais vraiment sans le faire exprès, c'est trop trop mignon. Le tome 3, Un chouette été, on est sur de nouveau la solitude, ce monsieur chouette qui est mais très bien tout seul, qui ne demande rien à personne et les enfants qui jouent juste en bas de son arbre qui font un peu trop de bruit à son goût. Le clash des générations, on va dire, c'était très mignon. Et le dernier tome, le premier printemps, m'a brisé le cœur. Je ne vais pas m'attarder dessus pour ne pas vous spoiler parce que comme j'ai dit, ils sont vraiment très très courts. Mais oh mon Dieu, j'ai presque versé ma petite larme tellement il était magnifique. Je pense que je vais les acheter pour les avoir bien jolis, bien beaux dans ma bibliothèque. Et comme dit, c'est 32 pages avec très peu de texte, donc ça se lit à une vitesse phénoménale. Je vous invite vraiment à découvrir cette série. C'est vraiment une série coup de cœur pour moi. Et donc évidemment pour les deux, j'ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile, ils ont tous les deux atteint la note maximale de 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres que vous avez lus au mois de mars, est-ce que vous avez
nouveau coup de cœur, un nouveau chouchou. Moi je vous l'ai pas dit, mais je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Mon livre préféré du mois de mars, c'était L'Or Olympus. Parce que bah, déjà c'est un coup de cœur, et aussi parce que même s'il y en a d'autres auxquels j'ai mis 20 sur 20, 5 étoiles, etc., en termes de quantité, de contenu et de comment dire, complexité de l'intrigue et du format, etc., je trouve que L'Or Olympus est celui qui se rapproche le plus d'un roman format standard, on va dire. Et j'ai tendance à privilégier les romans que les graphiques pour mon livre préféré du mois. J'ai préféré L'Or Olympus à Tu as promis que tu vivrais pour moi, même si L'Or Olympus techniquement n'est pas un roman, là je l'ai quand même compté parce que je l'ai vraiment préféré, et s'il fallait choisir entre les deux, c'est clairement L'Or Olympus qui serait vainqueur dans cette bataille, donc c'est celui-ci mon livre préféré du mois, et du coup, ben attendez, je vous ai pas donné, mais comme on est au mois de mars, ça fait déjà 3 mois que je note mon roman préféré du mois. Est-ce que je vous donne celui qui a gagné la bataille entre janvier, février, mars? Ouais, on va faire ça. Hein. En janvier, mon roman préféré, c'était le tome 2 de La Magie de Paris. En février, c'était le tome 1 de la trilogie d'Evabad. Et en mars, c'était donc le tome 1 de L'Or Olympus. Et parmi ces 3 concurrents, mon préféré pour l'instant, c'est le tome 1 de Devabad. Voilà, on verra s'il ira jusqu'au bout. Il y a encore plein de lectures qui me font très envie dans ma palle, donc tout peut encore changer. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.